Bonjour à toutes et à tous. C'est l'auteur qui me fait rire et le discutant. Donc pour vous dire que cette séance commence sous les auspices de la bonne humeur à l'ENS Paris, Paris-Saclay. Il fait beau, c'est la dernière séance, c'est le mois de juin, on est le 10 juin, on a passé le débarquement, tout va bien, on est en forme. Et donc on a un vrai plaisir aujourd'hui, enfin comme à chaque fois d'ailleurs, mais particulièrement pour la présentation par Jean-Charles Gesselot de son dernier ouvrage, Histoire d'un livre, l'histoire de France de Victor Duruy, qui est paru en 2022, hein, cette année, aux presses du CNRS Éditions. Alors, juste un mot. Bon, c'est Jean-Charles Gesselot, bon, je ne vais pas le cacher, est un ami avec qui je travaille depuis des années, mais c'est aussi un formidable historien et quelqu'un qui écrit magnifiquement, à rendre jaloux d'ailleurs tous les stylistes. C'est vraiment un très beau livre qui nous fait suivre l'épopée d'un livre. De l'esprit, pour reprendre ces termes, de l'esprit de son auteur, Victor Duruy, jusqu'entre les mains de ses lecteurs qui, au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à la guerre de 14, étaient fort nombreux. Ce qui est intéressant, peut-être, Jean-Charles nous en dira plus évidemment, mais on parle d'un historien qui est un peu oublié, Victor Duruy, mais qui, à l'instar d'un historien actuel qui est ministre de l'Éducation nationale, a été ministre, on disait de l'instruction publique, je pense, de Napoléon III. Et pour discuter de ce livre, eh bien, il nous fallait le maître absolu des questions historiographiques en France, Patrick Garcia, professeur à l'université de Cergy. Alors, je ne sais plus comment on dit CYU, donc c'est Cergy Paris Université. Cergy Paris Université, très belle université d'ailleurs, que je vous conseille tous. Et donc voilà, l'ordre des choses va rester le même que d'habitude. Une présentation durant l'heure qui vient par Jean-Charles Gesselot. J'ai oublié de dire qu'il était maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et donc Jean-Charles nous présentera son ouvrage durant l'heure qui vient. Et ensuite, Patrick nous proposera sa lecture de cet ouvrage et nous ouvrirons une discussion avec les auditeurs. Et j'interviendrai moi-même aussi pour dire quelques mots sans doute. Jean-Charles, je te laisse intervenir. Alors je crois que tu as un PowerPoint. Donc on va diffuser ce PowerPoint. Voilà, la technique est magnifique. Parfait. Merci. Je te laisse parler, Okay. Jean-Charles. Il faut que tu coupes ton son et je mets le mien. Voilà. Ah. On est bon? Vous m'entendez bien? Alors, donc oui, merci Florent pour cette introduction et ces compliments qui me touchent. Je vais m'exercer, enfin faire ce matin un exercice un peu difficile, une sorte de mise en abîme, puisque je vais décrire ici pourquoi j'ai écrit un livre, dans lequel j'essaie de comprendre pourquoi un autre avait écrit un livre. Et je dois avouer que si j'avais eu la vidéo d'un séminaire où Victor Duruy a participé, où il explique pourquoi il a écrit son Histoire de France, ça m'aurait beaucoup aidé pour écrire mon propre ouvrage. Voilà, donc je n'avais pas évidemment cette possibilité. Alors, l'idée ce matin, elle est de préciser le projet qui a été le mien lorsque je me suis lancé dans la rédaction de cet ouvrage. Et également de vous présenter à quoi il a abouti finalement. C'est aussi un ouvrage qui se veut un ouvrage de réflexion un peu méthodologique. Et évidemment, un certain nombre de problèmes se sont posés tout au long du travail de recherche puis de rédaction. Voilà, donc je vais aborder 3 points successifs. Je reviendrai d'abord donc sur le projet initial et à la croisée de quelles approches il se situait. Ensuite, je présenterai rapidement l'ouvrage lui-même, sans entrer dans un résumé trop long, pour que celles et ceux qui ne l'ont pas lu voient un peu de quoi il s'agit. Avant d'aborder en troisième partie de cet exposé, eh bien, un certain nombre de problématiques liées à
alors pour le coup à l'historiographie, qu'on peut étudier à travers l'exemple de l'histoire de France Victor Duruy. Comme Florent l'a dit, nous sommes en présence du grand maître absolu de l'historiographie, ce qui est très flatteur pour moi d'être à ses côtés. Et voilà, je reviendrai sur un certain nombre d'éléments autour de cette thématique. Alors, pour commencer, je voudrais donc revenir sur les trois approches au moins à la croisée desquelles se situait mon projet initialement. Ces trois approches, je vais les lister puis je reviendrai dessus ensuite, c'est donc l'histoire du livre et l'édition d'une part, l'histoire culturelle d'autre part et l'historiographie enfin. Alors d'abord donc, ce livre est un livre d'histoire du livre et de l'édition. Il est parti, le projet est parti d'un cours que je faisais donc à l'université de Versailles-Saint-Quentin, un cours de troisième année d'histoire du livre et d'édition au XIXe siècle. Et après 1 ou 2 ans de ce cours, je me suis aperçu que finalement, ce qu'on pouvait raconter aux étudiantes et aux étudiants de ce début du XXIe siècle sur ce qu'était le monde du livre au XIXe siècle n'était pas forcément très parlant. Et l'idée était de rendre un peu plus concrètes les évolutions qui étaient décrites de manière assez générale dans les ouvrages de synthèse qui existent sur la question, qui sont évidemment des ouvrages beaucoup utilisés par les étudiantes, les étudiants, les ouvrages notamment d'Elisabeth Parinet ou de Jean-Yves Mollier, et de leur faire comprendre donc à ces étudiantes, ces étudiants, ce que pouvait être le monde du livre et les logiques des industries du livre, en mettant en perspective cet objet, un objet qui peut être banal. Alors on est presque tous ici avec un fond de bibliothèque en arrière-plan. C'est banal aussi pour des étudiants qui évidemment travaillent quotidiennement sur des livres. Et l'idée c'était justement de mettre en perspective cette banalité, de leur faire comprendre les logiques qui sont à l'œuvre et qui ont permis d'aboutir à cet objet qu'ils ont entre les mains, ce qui se cache derrière cet objet, l'ensemble des processus variés qui ont mené à son existence matérielle. Alors l'intérêt n'était pas seulement symbolique, il ne s'agissait pas de faire une espèce de poétique du livre inspirée d'une forme de bibliophilie un peu romantique, sacralisant le livre. C'était aussi de sensibiliser à l'idée qu'en fonction d'où vient le livre, de quels acteurs sont à l'œuvre dans sa fabrication, sa réalisation, et bien, ce qu'on peut en faire peut s'avérer assez différent. Il y a là un enjeu évidemment méthodologique assez important pour les étudiants qui apprennent à bien choisir les livres qu'ils doivent utiliser et lire. Et donc je pensais que ça pouvait permettre aussi de les sensibiliser à cette question-là et que deux livres mis côte à côte n'ont pas forcément les mêmes enjeux, bien sûr, en fonction de qui les a écrits, mais aussi de qui les a édités, dans quelle collection, etc., etc. Alors, pour ce faire, l'idée que j'ai eue était donc de changer d'échelle, de ne plus proposer une histoire du livre à l'échelle globale d'un pays et de l'ensemble des secteurs, etc., mais pour rendre les choses donc plus concrètes, de prendre un livre, finalement de faire une espèce d'étude de cas, une espèce de carottage géologique, si je puis dire, faire l'histoire du livre à partir d'un seul livre, dans une démarche inductive en quelque sorte, pour peut-être, donc, comme je le disais, rendre les choses plus concrètes. Alors, la première question qui s'est posée, évidemment, c'était de savoir quel livre j'allais choisir pour faire cette étude de cas. Le choix s'est porté assez rapidement sur l'histoire de France de Victor Duruy, pour deux raisons essentielles et pas du tout scientifiques, je dois l'avouer, ici publiquement. Il y a une raison pragmatique qui était qu'évidemment je connaissais bien le personnage, l'auteur Victor Duruy, parce que j'avais fait ma thèse dessus et j'avais beaucoup travaillé dessus, même après la thèse, pour la publication du livre, etc. Donc j'avais un compagnonnage de quasiment 25 ans avec Victor Duruy, ce qui permettait évidemment de pas partir de zéro sur la recherche, ça facilitait quand même le travail dans un temps assez limité, puisque cet ouvrage a été rédigé dans le temps d'un semestre de congé pour recherche. Même si ça a un peu dépassé les 6 mois, la recherche, ça a quand même permis d'aller beaucoup plus vite. Et puis il y avait
Deuxièmement, une raison affective, au-delà de la raison pratique. Non pas que j'ai un attachement particulier pour Victor Duruy, contrairement à ce qu'on peut croire, mais simplement l'intérêt que j'ai pour les livres d'histoire. Je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect. Je pense qu'il y a un manque sur l'étude en histoire du livre, sur le livre d'histoire. Et donc, je pensais que c'était un moyen aussi d'explorer ce champ encore assez peu défriché. Voilà, alors, assez rapidement, est aussi apparu un autre enjeu qui était celui d'appréhender cet objet, le livre donc, de Victor Duruy, voilà ces 2 volumes que vous avez sous les yeux, par le biais de l'histoire culturelle. C'est le deuxième angle d'attaque après l'histoire du livre et de l'édition. Cette histoire de France, je l'ai voulu comme un ouvrage d'histoire culturelle, et pour plusieurs raisons. Alors d'abord, là encore, quelque part pour des raisons très personnelles, qui sont liées évidemment à mon ancrage disciplinaire, à celle de mon laboratoire, puisque c'est dans le cadre du Centre d'histoire culturelle et de société contemporaine de l'UVSQ que j'ai mené cette recherche. Mais c'était lié aussi à nouveau à cet enjeu pédagogique que j'évoquais tout à l'heure. C'était de faire comprendre aux étudiantes, aux étudiants en formation ce qu'est l'histoire culturelle. Là encore, une longue pratique de l'enseignement de l'histoire culturelle et de ses enjeux aux étudiants de licence m'avait démontré que ces étudiants sont à un âge ou à un niveau de maturité intellectuelle qui ne leur permet pas forcément de bien comprendre ce que peut être l'histoire culturelle, comme ce que peut être l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire politique. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être encore tendance à ne considérer ces découpages thématiques justement uniquement par des paramètres thématiques uniquement. En gros, en histoire politique, on fait de l'histoire, on étudie la politique ou le politique. En histoire économique, on étudie l'économie, etc., etc. Et ce que je voulais, c'est qu'ils dépassent un peu cette vision simple pour leur faire comprendre que derrière ce découpage thématique, il y a aussi des méthodes spécifiques, des questionnements particuliers, des sources différentes d'un secteur à l'autre. Donc au-delà d'un champ thématique, il s'agit d'une démarche particulière. Et donc l'idée, finalement, rejoignait celle de leur montrer ce qu'est l'histoire du livre. Il s'agissait de leur montrer ce qu'est l'histoire culturelle. Et donc ce livre que j'ai écrit se veut également une sorte de discours de la méthode, je dis ça en toute modestie, discours de la méthode de l'histoire culturelle, qui reprend le triptyque de la définition classique posée notamment par Pascal Horry ou d'autres, le triptyque qui correspond aux 3 étapes du processus culturel, l'histoire culturelle cherchant à décrire ce que sont d'abord les processus de production et de création des œuvres culturelles, puis deuxièmement les processus de diffusion et de médiation de ces œuvres, et enfin les processus de réception et les pratiques culturelles qui sont liées. Le plan commençait donc à germer dans ma tête. C'était un plan progressif en quelque sorte pour décrire l'histoire de France de Duruy. Et assez rapidement, assez naturellement, donc s'est imposée l'idée de croiser finalement ces 3 enjeux de l'histoire culturelle à ceux de l'histoire du livre, en décomposant en quelque sorte ma propre enquête selon les différentes étapes justement de production, de diffusion et de réception du livre. D'où ce découpage qui est celui en chapitres de l'ouvrage, qui va du début à la fin, comme le rappelait Florent tout à l'heure, de l'auteur au lecteur, de l'esprit de l'auteur jusqu'aux mains du lecteur. Donc 4 premiers chapitres qui reviennent sur comment un livre est produit au XIXe siècle, donc la conception par l'auteur, la rédaction, l'édition et puis la fabrication matérielle. Puis un chapitre sur la diffusion de cet ouvrage, c'est le 6e, et enfin un chapitre qui étudie les réceptions de ce livre. On va bien comme ça de l'auteur à lecteur, qui était le projet initial et qui a failli d'ailleurs être un titre ou un sous-titre de l'ouvrage. Alors l'idée aussi, dans le projet de faire une histoire culturelle, c'était, ça rejoignait en fait le choix que j'avais fait du livre de Duruy, c'était de prendre un livre plutôt banal,
plutôt qu'un ouvrage très connu. J'aurais pu évidemment faire l'histoire de France de Michelet, qui est évidemment beaucoup plus connue que celle de Duruy. J'ai mis là une infographie qui reprend l'ensemble des éditions de l'histoire de France de Michelet depuis la première, à partir de 1833. Et on voit que encore récemment, dans les mois précédents, il a encore fait l'objet d'une énième réédition. Donc il y avait évidemment là un ouvrage emblématique qu'il aurait été intéressant et qu'il est toujours intéressant d'étudier. Mais finalement, l'ouvrage de Michelet est-il si représentatif que cela par sa monumentalité, par l'influence qu'il a eue d'un point de vue historiographique de l'ensemble de la production de livres d'histoire, et notamment d'histoire de France, au XIXe siècle? Je pense que non, et que pour le coup, l'ouvrage de Duruy est plus intéressant pour faire une étude d'histoire culturelle, parce que d'une part, cet ouvrage est oublié aujourd'hui, parce qu'il n'a pas eu il n'a pas une grande valeur épistémologique, et cet oubli finalement n'est pas illégitime. Voilà, il n'a pas marqué son époque comme l'ouvrage de Michelet. Et puis parce que, par contre, il a eu du succès à son époque. Il a été beaucoup lu. On pourrait mettre en perspective, je pense qu'il a été beaucoup plus lu que l'ouvrage de Michelet, par exemple, à l'époque de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et cette double représentativité, la banalité finalement de l'ouvrage, le rend à mon avis plus intéressant, ce qui renvoie finalement à un des fondements épistémologiques de l'histoire culturelle, qui est de s'intéresser aux œuvres non pas en fonction de leur qualité esthétique, littéraire, etc., mais en fonction de leur représentativité. Et un ouvrage banal et oublié finalement a plus de valeur quelque part aux yeux de l'histoire culturelle qu'un grand ouvrage très connu qui a marqué son époque, mais qui finalement n'est que le reflet de la pensée d'un groupe restreint ou des pratiques culturelles d'un groupe social assez limité. Alors, tous ces enjeux, on le voit, renvoient à la question de la réflexion épistémologique en histoire. Et donc, j'en viens à la troisième approche qui a été la mienne au départ, c'était un ouvrage historiographique. Alors, je mets un point d'interrogation, ce qui peut sembler peut-être paradoxal, mais vous allez comprendre pourquoi, enfin, j'espère, si je m'explique bien. C'est la troisième dimension de l'ouvrage. Là encore, ça correspond à la fois à des enjeux en termes scientifiques et en termes pédagogiques, avec l'idée de réfléchir à une utilité pour le public étudiant qui était à la base celui que je visais. C'est à nouveau le constat d'une difficulté que peuvent avoir les publics de licence ou même encore de master alors non seulement à se passionner pour la discipline historiographique, ce que je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs, mais aussi surtout à entrer dans les logiques propres à l'historiographie et au raisonnement historiographique. Évidemment, pour des étudiants ou des étudiantes de master ou a fortiori de doctorat qui sont confrontés à un travail de problématisation très abouti, de recherche bibliographique approfondie, le raisonnement historiographique peut sembler plus facile. Mais pour des étudiants de licence, a fortiori de première année de licence, au moment où on commence à les initier à ce qu'est l'historiographie, ça me semble plus compliqué à appréhender. Du moins, c'est l'expérience que j'avais tirée, là encore, de plusieurs années d'enseignement d'initiation à l'historiographie en première année. Et je voyais bien que les étudiants avaient du mal à rentrer dans ce mode de raisonnement-là. Que l'idée d'école historique, l'idée de paradigme épistémologique, ça ne leur parlait pas forcément. Et donc, j'avais depuis longtemps le projet d'entrer dans ces débats historiographiques, dans les enjeux de l'historiographie, non pas par le haut, entre guillemets, par les textes théoriques, les articles de Gabriel Monod, les préfaces de Michelet, les lettres d'Augustin Thierry, mais plutôt de rentrer par le bas, là encore entre guillemets, c'est-à-dire par un rapport concret, là encore, voire matériel des sociétés et des individus à l'histoire elle-même, à la fois en tant que discipline et en tant qu'un passé. Or, au XIXe siècle, le fait est assez connu, il y a une vraie passion pour l'histoire qui se développe, qui n'est pas forcément nouvelle, mais en tout cas qui se généralise en France, qui prend de nombreuses formes. Il y a évidemment le succès de la peinture d'histoire, du côté des genres nobles, de la création culturelle, la peinture d'histoire, le théâtre et l'opéra historique.
Du côté des pratiques plus larges qui préfigurent déjà des formes de culture de masse, on a le développement des musées d'histoire, évidemment ceux de Versailles, de Cluny, de Saint-Germain-en-Laye. On pourrait parler du musée Carnavalet, le musée d'histoire de Paris, le musée Lorrain à Nancy. Enfin, donc voilà, il y a quand même une vogue du musée d'histoire. On a une vogue également des spectacles historiques comme ceux des panoramas, une vogue de la reconstitution déjà aussi. À l'exposition de 1900, on a tout un quartier médiéval de Paris qui est reconstitué. On a des cortèges et des reconstitutions historiques qui se multiplient également à diverses occasions dans la deuxième moitié du siècle. Donc voilà, toute une série de pratiques socioculturelles qui témoignent d'un goût pour l'histoire, mais la principale, je pense, en termes de simplement quantitatif, c'est la lecture d'histoire. Les Françaises et les Français se passionnent pour l'histoire et expriment cette passion par des lectures historiques, alors sous des formes aussi très variées, qui vont bien sûr des romans historiques type Walter Scott, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, ou bien évidemment les romans d'Alexandre Dumas, jusqu'à une littérature plus sérieuse, entre guillemets, plus scientifique, les préfaces, les articles théoriques que j'évoquais tout à l'heure, qui sont certes réservés à une élite assez restreinte, en général plutôt à une corporation d'ailleurs bien définie, les historiens. À noter cependant que par exemple les lettres sur l'histoire de France d'Augustin Thierry, qui sont évidemment un des textes fondateurs du renouvellement historiographique de l'époque romantique, sont aussi, on le sait peu, un classique des bibliothèques populaires au XIXe siècle. Dans beaucoup de bibliothèques populaires, on retrouve un exemplaire des lettres sur l'histoire de France d'Augustin Thierry, ce qui peut sembler assez étonnant. Je ne suis pas sûr que les ouvrages eux-mêmes aient été beaucoup empruntés et lus par le public des bibliothèques populaires, mais en tout cas, ça faisait partie de la bibliothèque idéale, en quelque sorte, défendue par les promoteurs de la lecture populaire. Voilà, donc, en reprenant cette idée que l'histoire était au-delà d'une épistémologie, c'était aussi un ensemble de pratiques socioculturelles, je voulais en quelque sorte faire de l'historiographie en tant qu'histoire des idées, on va dire, histoire des idées sur l'histoire, une sorte de couronnement de l'édifice, pour paraphraser Napoléon III, de ce qui serait une histoire culturelle de l'histoire, dont l'historiographie serait un aspect, le plus noble peut-être, entre guillemets. Alors, position sûrement contestable, puisque on va encore accuser l'histoire culturelle d'être hégémonique et de vouloir englober d'autres approches plus anciennes. Mais je pense que, en tout cas dans un cadre pédagogique d'initiation à l'historiographie, partir justement du rapport des sociétés à l'histoire permettait de rendre peut-être les choses plus concrètes et d'amener les étudiants à une réflexion progressive plus théorique et épistémologique sur comment les historiens du 19e ont conçu l'histoire. Voilà. Alors, cette perspective-là est, si j'en reviens à la pragmatique de la réflexion que j'ai eue sur le livre quand j'ai défini le projet, cette perspective était un peu en décalage par rapport au bel ordonnancement que j'ai présenté tout à l'heure, des différentes étapes de la chaîne du livre et des processus culturels. L'étude historiographique de l'ouvrage, c'est-à-dire la conception de l'histoire à laquelle il renvoie, ne s'inscrit pas totalement dans le champ de l'histoire culturelle proprement dite, comme je l'ai dit. Ça relève plutôt d'une sorte d'histoire des idées historiographiques. Et donc, je me suis dit au départ, je ne vais pas inclure cet aspect-là dans le livre que je vais faire. Mon étude du livre n'inclura pas une étude du contenu. Je ne vais pas faire un commentaire composé, en quelque sorte, du livre de Duruy, parce que ça casse ma belle logique, etc. Mais je ne voulais pas brouiller les pistes. Mais en fait, j'ai rapidement abandonné cette idée et je me suis donc forcé à lire le livre. Bon, alors ça peut sembler absurde, évidemment, d'étudier un livre sans le lire, mais justement, l'idée était de casser un peu les logiques traditionnelles et de ne pas se focaliser là-dessus. Mais évidemment, pour plusieurs raisons, c'était inévitable.
du point de vue même de la logique des différentes disciplines dans lesquelles je m'inscrivais. Du point de vue de l'histoire du livre et de l'édition, ça n'a aucun sens d'étudier la réception ou même la diffusion d'un ouvrage sans connaître son contenu, puisque évidemment les uns et les autres sont extrêmement liés. On le sait bien depuis au moins la sociologie des textes de Donald Mackenzie, qui vise à ne pas séparer l'âme et le corps du livre, c'est-à-dire l'œuvre et le livre lui-même, le contenu et le contenant. Du point de vue de l'histoire culturelle également, ça n'avait pas grand sens, et de toute façon, ça se justifiait pleinement, puisque cette histoire des idées historiographiques, c'est aussi une histoire des représentations de l'histoire, en quelque sorte. Lorsque Victor Duruy écrit une histoire de France, il laisse parler ses propres représentations du passé national. Bon, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc, finalement, c'est aussi faire de l'histoire culturelle que d'étudier le contenu de l'ouvrage. Et puis, il y a un troisième intérêt, parce que, évidemment, cet ouvrage, justement, du point de vue de l'histoire des représentations, il est typique de ce roman national qui se met en place progressivement au XIXe siècle, bien avant la Troisième République qui va, on le sait, l'institutionnaliser. Et donc, il y avait aussi pour moi, c'est ce que je dis à un moment dans l'introduction, une perspective plus civique, politique au sens premier du terme, qui est de mettre en perspective ce roman national, ou ce récit national, dans une période, on le sait aujourd'hui, de doute, de questionnement, de débat sur cette thématique dans la société, le monde politique, le monde intellectuel. Voilà, donc je termine sur cette première partie, et pour synthétiser, je dirais que finalement, le projet que j'ai eu, c'est celui d'une micro-histoire culturelle totale d'un livre. Micro-histoire culturelle totale d'un livre. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Micro-histoire parce qu'à partir d'un objet microscopique, un seul livre, tout à fait banal, eh bien, on fait une histoire beaucoup plus large. Une histoire donc culturelle, j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Et puis totale, parce que j'ai voulu vraiment appréhender tous les aspects du livre en conjuguant des approches qui étaient souvent séparées entre différentes disciplines. J'ai dit historiographie, études de réception, études d'histoire du livre, de l'édition, etc. Au-delà de l'étude classique du seul contenu, j'ai eu même le projet à un moment, du point de vue de la matérialité du livre, de faire appel aux sciences expérimentales, d'essayer de faire une analyse chimique du livre pour voir comment était composé le papier, l'encre, etc. Bon, ça n'a pas été techniquement possible, ça reste une piste qui peut être intéressante à voir, hein. Mais j'ai vraiment voulu essayer de soumettre cet ouvrage à plusieurs grilles de lecture, à plusieurs méthodologies. Et le résultat a été donc ce volume de 400 pages, alors qui a totalement dépassé le projet initial finalement, parce qu'il n'est plus tout à fait adapté à des étudiants en initiation à l'histoire culturelle ou à l'historiographie par son volume. Je voulais au départ qu'il soit plus rapide, plus synthétique, mais en fait, au fur et à mesure des recherches, je m'aperçus que je tirais plein de fils et qu'il y avait un travail de recherche inédit à faire. Ça ne pouvait pas juste être un travail synthétique. Et donc, il a fallu forcément que l'ouvrage prenne de grosses dimensions. Voilà. Et donc, je vais présenter rapidement maintenant, en deuxième point, cette histoire de France et les enjeux variés dont elle relève. Alors, l'histoire de France de Victor Duruy, donc c'est un ouvrage qui est daté de 1858. Je vous mets là la page de titre de cette édition. Elle est datée de 1858, mais en fait, elle est parue à la fin de l'année 57. C'est une pratique éditoriale assez classique. Quand un livre paraît en fin d'année, on le date de l'année d'après pour lui donner une fraîcheur plus importante. Il est paru chez Louis Hachette, la société Hachette, en 2 volumes. Et c'est en fait, contrairement à ce que... Oui, en effet, c'est 1894, la date de décès de Victor Duruy, et non 1804. Il y a une petite coquille de plus. Donc c'est en fait... on voit en fait sur la page de titre qui a marqué « Nouvelle édition » sous le nom de l'auteur. Mais en fait, c'est un piège, là encore, puisqu'il n'y a pas d'histoire de France Victor Duruy avant cette date.
il y a un abrégé de l'histoire de France, c'est un autre titre, puisqu'en fait cet ouvrage-là n'est pas un ouvrage original en quelque sorte, c'est la reconversion d'un précédent ouvrage, on est là encore dans des pratiques éditoriales assez classiques, d'un abrégé de l'histoire de France en 3 volumes, qui était paru en 1852-53, pour correspondre au nouveau programme d'histoire des collèges et des lycées de 1852. Ces programmes ayant été modifiés en 1857, le manuel est devenu obsolète, le manuel en 3 volumes, mais comme il a eu un certain succès, eh bien, l'éditeur et l'auteur ont décidé de ne pas le mettre au pilon, mais de le reconvertir en lui trouvant un nouveau public. Ce ne sera plus celui des collèges et des lycées, mais ce sera celui du lectorat, des classes moyennes, de ce qu'on appelle le monde au XIXe siècle, la bourgeoisie, on va dire, entre guillemets, avec tout le problème que pose ce concept, évidemment. Voilà, on va dire, ça devient d'un manuel scolaire, ça devient un ouvrage de vulgarisation savante. Je mets tous les guillemets qu'il faut, mais c'est pour essayer de rendre les choses un peu compréhensibles. Cet ouvrage est le fruit de nombreuses années de recherche de l'auteur, et il en a mûri le projet assez tôt, dès ses années d'école normale supérieure. C'est en 1832-33, lorsqu'il est en 3e année et lorsqu'il prépare l'agrégation sous la direction de Jules Michelet, qu'il conçoit le projet d'écrire une histoire de France. Et c'est en cela qu'il est totalement banal, parce que tout le monde à l'époque veut écrire une histoire de France, ou presque. On est dans un contexte de vogue, de mode de ces histoires de France. D'ailleurs, c'est l'année où Michelet lui-même commence à publier son propre ouvrage. Et il est en cela, on voit bien, typique d'une époque, typique d'un esprit. Le récit du passé national qu'il offre reprend ou pose les bases d'un roman national en gestation qui est assez banal à l'époque finalement dans les lectures qu'on peut faire des histoires de France. Il insiste évidemment sur l'épopée glorieuse de la France. Il y a une idéalisation du passé, mais aussi du territoire nationaux. Il y a un panthéon de héros qui sont mis en avant, et puis un anti-panthéon de anti-héros. Voilà, donc c'est vraiment assez il y a une espèce de pensée commune qu'on retrouve dans cet ouvrage, en même temps qu'il est empreint d'une certaine forme de libéralisme bourgeois, typique lui aussi du XIXe siècle, puisque l'histoire de France est présentée comme la grande geste de la bourgeoisie, avec sa victoire finale, son acmé en 1789. Donc vraiment, il n'y a rien d'original dans l'histoire de France, Victor Duruy. Il y a quelques positionnements qui peuvent sembler un peu en décalage par rapport à la pensée commune de l'époque, mais globalement, c'est typiquement une histoire de France, 19e siècle, libérale, comme on peut en trouver des dizaines, voire des centaines d'autres exemplaires durant ce siècle. Alors cet ouvrage, du point de vue de sa matérialité, est imprimé par Lahure, qui est l'un des grands imprimeurs parisiens de l'époque. C'est un des imprimeurs attitrés de Louis Hachette. Et il est fabriqué selon des procédés qui sont ceux en place en ces premières années d'industrialisation, ces premières décennies, d'industrialisation de la fabrication des livres, dont il est là encore emblématique. Il n'y a rien d'innovant dans la fabrication du livre lui-même. Il est imprimé sur du papier qui est fait de vieux chiffons, de matière textile qu'on a traité chimiquement pour en récupérer la cellulose et former une pâte qui donne les feuilles de papier. On n'est pas encore dans le papier fait à base de pâte de bois, qui interviendra qui se généralise une quinzaine d'années après. Et puis, il est fait par un travail qui est à la fois manuel et mécanique. On est vraiment dans une époque de transition. Manuel pour la composition, pour le brochage du livre, mais mécanique évidemment pour son impression. Ces moyens techniques permettent un tirage assez important, puisque j'estime que l'ouvrage a été tiré à 120 000 exemplaires. Je l'estime parce je vous mets là un graphique qui montre l'ensemble des éditions et de l'estimation des tirages à partir de 2 sources différentes qui ne donnent pas toujours les mêmes chiffres. On n'entre pas dans les détails, mais voilà. En tout cas, c'est au moins 100 000 exemplaires et c'est sûrement 120 000.
exemplaires pour 23 éditions différentes entre 1857 donc, et 1913. Donc plusieurs générations, hein, sur un demi-siècle, ont eu l'ouvrage entre les mains. Cet ouvrage se vend beaucoup parce qu'il est diffusé par de multiples canaux. Pas le colportage rural, parce que ce n'est pas un ouvrage, voilà, 2 volumes, ce n'est pas un ouvrage des ballots de colporteurs, mais il se diffuse beaucoup par les réseaux commerciaux des librairies, notamment le puissant réseau des librairies concessionnaires qui travaillent avec Louis Hachette, au national et à l'international. Et puis il se diffuse beaucoup par les bibliothèques publiques, municipales, mais surtout scolaires et populaires. L'ouvrage est paru en 1957. Les années 60 sont le moment où se mettent en place en France les réseaux de bibliothèques scolaires et populaires. Il aurait paru 30 ans plus tôt, il n'aurait pas eu le même succès, c'est à peu près sûr. Il fait l'objet de formes de prescription par l'État lui-même. Une autre chance qu'a eu l'ouvrage, c'est que 6 ans après sa parution, son auteur est devenu ministre de l'Instruction publique. Et évidemment, quand le ministre a écrit des manuels scolaires, on le voit d'ailleurs sur la courbe, il y a une sorte d'emballement dans les années 60, hein, c'est le moment de l'essor de la courbe, parce que, évidemment, le ministère lui-même prescrit très largement cet ouvrage, mais il est prescrit également par toutes les formes les publications de bibliothèques idéales, par les sociétés de lecture, de promotion de la lecture, hein. On dit toujours qu'il faut avoir dans la bibliothèque l'histoire de France de Victor Duruy. Et tout ça va lui permettre aussi de s'exporter. Ça a été un des éléments que j'ai trouvé les plus intéressants, mais aussi les plus difficiles à traiter de l'ouvrage. C'était d'essayer d'évaluer son exportation. Alors sur ce planisphère, j'ai essayé de représenter les différents endroits où on peut retrouver ou supposer la présence d'au moins un exemplaire du livre aujourd'hui ou dans le passé. Voilà, donc on voit que l'ouvrage s'est diffusé sur tous les continents sous des formes variées, commerciales, ou bien des envois dans les missions d'Afrique subsaharienne, dans les écoles coloniales, etc., etc. Donc largement fabriqué et diffusé. Cet ouvrage a été aussi largement lu. Florent l'a rappelé en introduction. Alors évidemment, je n'ai pas et on n'aura jamais le nombre de lecteurs de Victor Duruy, ça c'est évident, mais on peut trouver des traces de lecture, on en trouve dans différents milieux sociaux, des élites intellectuelles parisiennes jusqu'aux classes populaires paysannes du fond des Alpes par exemple. Il est lu par des hommes et par des femmes, hein. Il est lu par des laïcs et des ecclésiastiques, qui le lisent pour des motivations et des raisons différentes. Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, le lit pour le critiquer, pour en critiquer à travers lui l'auteur ministre. Charles Péguy le lit, lui, enfant, en se passionnant pour le récit national dans ses pages. D'autres vont le lire pour s'y instruire de gré ou de force, puisque l'ouvrage, ça aussi, on peut le retrouver, a été beaucoup utilisé dans un cadre scolaire, dans un cadre pédagogique, que ce soit dans le secondaire et dans le primaire. Et donc, en quelque sorte, et je terminerai là-dessus, cet ouvrage, Histoire de France de Duruy, est un peu une sorte de chaînon manquant de transition entre les grandes histoires de France romantiques à la Michelet, avec des grandes fresques, hein, en de nombreux volumes, et puis les manuels de la Troisième République. Voilà, c'est la transition entre Michelet et la Vis, en quelque sorte, une sorte de chaînon dans cette histoire du livre d'Histoire de France. Voilà. Alors, tous ces éléments que je viens de donner sont relativement classiques, on va dire, hein. Je vous ai fait là une page rapide d'histoire de l'édition, d'histoire de l'éducation, d'histoire de la lecture, d'histoire des représentations historiques. Rien de bien original. Mais ce travail que j'ai réalisé m'a permis aussi, en quelque sorte, de concevoir cet ouvrage comme une sorte de laboratoire, comme je dis tout à l'heure, où j'ai essayé d'expérimenter d'autres méthodologies, d'autres questionnements sur cet objet-là. Je voudrais, alors il y aurait plein de choses, hein, mais bon, comme le temps est limité, je vais juste prendre trois perspectives qui me semblent les plus intéressantes, notamment par l'identité du discutant qui est à ma gauche. Je vais me centrer surtout sur des aspects liés à l'histoire de l'histoire, en quelque sorte.
J'aurais pu parler des enjeux en termes de matérialité du livre, en termes de rapport entre le genre et le livre également. Mais je vais plutôt évoquer 3 perspectives particulières qui vont correspondre d'ailleurs aux 3 étapes de l'histoire culturelle. D'une part, ce qu'a permis de faire cet ouvrage, c'est de contribuer à une histoire du travail des historiens au XIXe siècle, qui n'est pas forcément une spécialité très... Enfin, c'est pas une thématique beaucoup abordée, en tout cas à mon sens. Ensuite, ça m'a permis d'explorer un autre champ encore assez peu défriché que celui de l'histoire de l'édition historique, donc du point de vue de la diffusion. Et enfin, 3e axe, ça m'a permis d'apporter des éléments de réponse à une question à laquelle, là encore, qu'on se pose assez rarement, c'est qui, au XIXe siècle, lit des livres d'histoire, et notamment des livres d'histoire de France. Voilà, donc trois perspectives, 3 questionnements qui, à mon sens, étaient encore assez peu défrichés et que j'ai essayé d'expérimenter avec cet ouvrage. Donc, premier élément, j'ai essayé de comprendre à travers le cas de Victor Duruy les historiens au travail, et de faire une histoire des sciences, mais une histoire des sciences historiques ici, puisqu'on est dans le travail d'un historien. Alors, la question des conditions concrètes d'élaboration des savoirs scientifiques, c'est au cœur des problématiques de l'histoire des sciences depuis maintenant de nombreuses années. On peut faire référence aux travaux de Christian Jacob ou de François Bert sur le travail des savants, des érudits 18e, 19e. Il y a des choses également sur Durkheim. Voilà, il y a eu pas mal de travaux, mais du côté des historiens, à moins que j'ai de grosses lacunes bibliographiques, il n'y a pas énormément de choses, notamment... Alors, il y en a sur la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a pas mal de choses. Je pense notamment aux travaux, par exemple, sur les bibliothèques d'historiens, celle de Marc Bloch, celle d'Emmanuel Leroy-Ladurie, celle de Maurice Agulon, qui ont fait l'objet de pas mal d'études déjà et qui permettent, à travers leur bibliothèque, de retracer un peu leur travail d'historien. Mais sur le XIXe siècle, il n'y a pas grand-chose. Alors, par exemple, sur Michelet, on a des éléments, parce que les biographes de Michelet se sont beaucoup attachés à décortiquer à la fois sa correspondance, son journal, qui permettent de retracer étape par étape, c'est vrai, son travail intellectuel, son cheminement méthodologique, les lectures qu'il fait, etc., etc. Mais c'est souvent dans une perspective plutôt de biographie de Michelet. Il n'y a pas forcément de mise en perspective autour de comment travaillent les historiens au XIXe siècle. Et donc j'ai voulu, à travers le cas Duruy, en le mettant en perspective par rapport à d'autres exemples qu'on pouvait avoir, sur Michelet, sur Frédéric Ozanam, qui ont fait l'objet de quelques études comme ça sur leur travail, j'ai voulu essayer de comprendre comment concrètement un historien du XIXe siècle pouvait travailler et qu'est-ce qu'il faisait. Le problème que j'ai eu, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de source. C'est qu'on n'a pas grand-chose, en tout cas sur Duruy. Il n'a pas laissé de notes de travail. J'ai pas de livre de sa bibliothèque où il y aurait des marginalia, où il prend des notes sur ses lectures. Je n'ai pas de manuscrits de l'ouvrage à différentes étapes. On en a, pardon, c'est pas moi qui les ai, mais il y en a aux Archives nationales, par exemple, des brouillons, des bouts de manuscrits d'autres de ses ouvrages, mais pas d'histoire de France. Il n'a pas non plus laissé de journal de bord, qui soit direct. Il n'y a pas de journal intime de Victor Duruy, on ne l'a pas. Peut-être qu'il existe, mais en tout cas, je n'ai jamais mis la main dessus. Il y a bien des mémoires, mais dans lesquelles il parle assez peu, finalement, de son œuvre d'historien, donc ils ne sont pas intéressants de ce point de vue. Ni journal de bord indirect, c'est-à-dire sa correspondance, que pourrait être sa correspondance scientifique, puisqu'en fait, avant qu'il devienne ministre, on a très peu de lettres conservées de lui. Et il n'y a pas non plus de témoignages de proches ou de collaborateurs qui auraient permis de mieux comprendre comment Duruy travaillait. On a par exemple Gabriel Hanotto, un historien de la Troisième République, qui a raconté une rencontre qu'il fait avec Victor Duruy à la bibliothèque de l'Institut, mais c'est à peu près tout, ça fait un paragraphe, et ça ne permet pas de vraiment retracer l'ensemble du tableau. Comment faire alors pour reconstituer cet environnement de travail ?
La première chose à faire, c'est d'essayer d'en déterminer l'espace-temps. Ce que j'ai essayé de faire dans le deuxième chapitre. Déterminer l'espace-temps. Là, c'est important, évidemment, de connaître la biographie de l'auteur, de connaître la chronologie de ses publications, par exemple, de savoir les lieux où il habite, pour essayer de se plonger dans cet espace-temps de son travail. Et puis, on peut essayer, à tout le moins, d'établir le travail de recherche qu'il a réalisé. Pour un historien, il y a deux axes, travail en archives, travail de lecture bibliographique. Pour le travail en archives, c'est vite réglé, puisque Victor Duruy n'utilise pas de sources manuscrites pour son histoire de France. Il n'utilise pas de toute façon de sources manuscrites en général, ni pour ses autres ouvrages, même pour ses thèses soutenues quelques années avant, en 1853, qui portent sur l'histoire romaine, il a utilisé uniquement des sources imprimées. Donc c'est essentiellement un travail de lecture bibliographique, alors que j'ai réussi à reconstituer en partie grâce à deux sources intéressantes. La première, c'est la bibliographie de l'ouvrage. Alors, on n'est pas à une époque où les historiens ont l'habitude, à la fin du livre, d'indiquer la liste de leurs références, mais par contre, et là c'est une chance que j'ai pu avoir, c'est que Victor Duruy est l'un des premiers peut-être, je ne dis pas le premier, mais il est l'un des premiers à systématiquement référencer par des notes de bas de page les informations qu'il donne, ce qui est vraiment là une aide précieuse. Alors donc il a fallu que je regarde toutes les notes et que j'écrive note par note tous les livres qu'il avait utilisés, avec des références pas toujours très rigoureuses, donc il a fallu retrouver quels étaient les livres exacts qu'il avait utilisés. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avancer là-dessus, avec toujours cette question de est-ce qu'un livre cité, ou en tout cas cité en référence, a été vraiment lu. Ça c'est compliqué. Je peux assurer sur certains livres qu'il les a bien lus, puisqu'il les cite, puisqu'il les commente, voire il en recopie des extraits dans son ouvrage. Là, c'est sûr qu'il en a fait la lecture. Je peux aussi, je donne quelques exemples dans le livre, affirmer que certains livres, il ne les a pas lus, soit parce qu'ils sont parus très peu de temps avant la publication, donc il n'a pas eu le temps de les utiliser pour son propre travail de recherche, ou bien d'autres parce qu'il y a des erreurs qu'il commet, ce qui fait que ça prouve qu'il n'a pas lu ces livres. Voilà. Donc ça, c'est la première source intéressante qui permet de voir quelles sont les lectures qu'il a faites. L'autre source intéressante, et c'est une source qui monte en puissance depuis quelque temps chez les historiens des sciences, ce sont les registres de prêts dans les bibliothèques publiques. Des sources qui ont été longtemps ignorées, mais qui sont de plus en plus exploitées. Je pense notamment à un projet qui vient d'obtenir un financement, qui est le projet Prêt 19, qui est un projet de numérisation des registres de prêts des livres de la bibliothèque de la Sorbonne. D'ailleurs, ça a commencé. Il y a déjà un volume de ces registres qui est numérisé et consultable en ligne sur les années 1860-80. Donc j'ai consulté, je suis allé à la Bibliothèque nationale pour consulter les registres de prêts, il y en a, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à la Bibliothèque de la Sorbonne, à la Bibliothèque de l'ENS, qui conservent des registres de prêts. Alors, les collections sont plus ou moins lacunaires, mais en tout cas, ça donne des renseignements extrêmement intéressants, ce qui permet d'établir une sorte de chronologie des emprunts, et donc quelque part des lectures, mais aussi les modalités. Par exemple, si les ouvrages sont empruntés, c'est donc qu'ils n'ont pas été lus sur place. Mais on peut établir comme ça que Duruy, mais c'est le cas d'autres historiens, travaillait surtout chez lui et pas forcément en bibliothèque. On sait aussi, par exemple, qu'il n'allait pas forcément chercher lui-même les livres, mais qu'il envoyait des tierces personnes aller les emprunter à sa place. Donc voilà, ça donne comme ça quelques renseignements ponctuels sur les habitudes de travail des historiens. Et vraiment, je ne peux qu'encourager ceux que ça intéresse à aller regarder, consulter ces registres qui donnent des renseignements extrêmement intéressants. Voilà, pour l'anecdote, j'ai récemment travaillé sur les thèses de Victor Duruy. Et voilà, dans les registres d'emprunt de la Sorbonne, on voit que dans les mois qui précèdent sa soutenance de thèse, il emprunte pas mal d'ouvrages sur la thématique de ces thèses. Et comme par hasard, il les rend le lendemain ou le surlendemain de sa soutenance de thèse. Donc on voit très bien la raison pour laquelle il les a empruntés.
Voilà, donc ça c'était une première perspective un peu nouvelle, entre guillemets. Je ne prétends pas non plus être pionnier et totalement novateur, sur un champ qui est encore assez peu exploré et où je pense qu'il y a des choses, à faire. Pardon, voilà, donc ça c'est une des photographies de ces registres d'empreintes de la Sorbonne. J'ai pris la page qui concerne justement le lecteur Victor Duruy, où on a donc des renseignements intéressants sur évidemment les titres prêtés et puis les dates de sortie et de rentrée de ces ouvrages. Alors, deuxième perspective que j'ai voulu essayer de développer, donc c'est une histoire de l'édition d'histoire. L'histoire de l'édition, qui est maintenant depuis un demi-siècle est une branche de notre histoire, de notre discipline assez dynamique, enfin très dynamique, pardon, c'est intéressé de façon assez inégale aux différents genres de publications. Les différentes formes de littérature ont fait l'objet d'énormément de travaux, que ce soit le roman, la poésie ou la littérature de jeunesse. Le livre religieux a été beaucoup étudié, les manuels scolaires, la vulgarisation scientifique, etc. Mais il y a à côté de ça des genres qui ont été encore assez peu étudiés, notamment ceux liés aux sciences sociales et notamment au XIXe siècle. Sur le XXe siècle, il y a plus de choses, mais sur le XIXe siècle, il y en a moins. Et alors, c'est un fait d'autant plus étonnant pour l'histoire que, contrairement à la sociologie ou à la géographie, qui sont évidemment des disciplines apparues plus tardivement, c'est une discipline relativement ancienne, à la fois dans le champ scientifique et éditorial. Ce qui s'explique peut-être par le tropisme que j'évoquais tout à l'heure des études historiographiques qui se sont beaucoup focalisées sur l'étude des textes eux-mêmes, de leur contenu, et pas forcément sur les modalités de leur diffusion. Alors, il y a eu quelques études cependant. Voilà, je pense par exemple à l'article synthétique de Jean-Yves Mollier dans Les lieux de mémoire dirigés par... de l'histoire, pardon pour le lapsus, Les lieux de l'histoire de Christian Amalvi. Donc un article sur l'édition d'histoire au 19e, 20e siècle. Et puis aussi un travail que Patrick connaît, puisqu'il était au jury, donc la thèse récente de Jean-François Bonnour sur l'édition historique, la production historique éditée en France des années 30 au début des années 50, qui est une thèse soutenue en 2021. Je pense également, toujours pour le 19e siècle, parce que voilà, sur le 20e, il y a plus de choses. Sur le 19e siècle, je pense également à des études, mais vraiment très ponctuelles, sur l'édition des œuvres de Michelet. Il y a un article sur pas mal de travaux aussi sur les romans historiques, plus souvent d'ailleurs dans une perspective littéraire qu'éditoriale. Mais voilà, on a quand même quelques éléments, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, d'un coup, que nous dit l'histoire de France de Duruy lorsqu'on l'étudie sur l'édition d'histoire au XIXe siècle? La première chose que j'ai pu voir, dont j'ai pu m'apercevoir, c'est que l'histoire est évidemment, mais je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, une mode au XIXe siècle, et une mode qui est durable. La bibliométrie nous offre ici une ressource assez intéressante. La bibliométrie, c'est le fait de compter les livres, de faire des recensements de publications d'histoire. Alors, évidemment, essayer de retracer la courbe de la production de livres d'histoire du XIXe siècle peut être un indicateur de cette évolution du goût pour l'histoire dans la population, et donc du plus ou moins grand succès de l'édition historique. Il y a une difficulté méthodologique majeure, évidemment, qui est qu'on n'a pas de source unique et fiable qui nous permette d'établir ces statistiques. Il faut, mais les historiens du livre ont l'habitude d'utiliser ces sources, aller puiser au catalogue de la BNF, à la bibliographie de la France, au catalogue Lorenz, pour essayer de retracer la liste de ces ouvrages. Il y a également une difficulté sémantique, qui est de définir ce qu'est un livre d'histoire. Qu'est-ce qu'un livre d'histoire? Est-ce que les romans historiques d'Alexandre Dumas sont des livres d'histoire? Est-ce que des ouvrages, je sais pas moi, les analyses de Maxime Ducamp sur la Commune, rédigées juste après la Commune, est-ce que ce sont des livres d'histoire? Est-ce que c'est de l'histoire immédiate, du temps présent? Enfin voilà, il y a quand même un problème de définition de ce qu'est un livre d'histoire, même au sein de cette catégorie. Voilà, bon, l'histoire de France de Duruy, typiquement, est un livre d'histoire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est quel genre de livre d'histoire? Est-ce que c'est un manuel scolaire? Sachant qu'on a vu qu'à la base, oui, mais qu'après,
sans être totalement réécrit, il est recomposé d'un point de vue éditorial pour correspondre à un autre public. Donc c'est plus tout à fait un manuel d'histoire, alors qu'il est encore quand même utilisé dans les classes. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est un ouvrage de vulgarisation? Est-ce qu'on peut parler de vulgarisation au XIXe siècle? Voilà, bon, je ne m'étends pas là-dessus. Ça renvoie évidemment à la difficulté de définition des catégories dans le monde du livre et de l'édition. Alors, pour étudier l'histoire de France de Duruy et la replacer dans l'évolution de ce segment du marché du livre qu'est le marché du livre d'histoire, il m'a été nécessaire d'établir un travail statistique à 2 échelles, essayer d'évaluer l'évolution de la production de livres d'histoire et essayer d'évaluer l'évolution de la production de livres d'histoire de France. Sur les livres d'histoire, j'ai pas eu à le faire, c'est évidemment assez compliqué, puisque certains m'avaient précédé, et il y avait eu quelques tentatives statistiques d'évaluation de la production de livres d'histoire en France, toutes basées sur des sources différentes. Je pense aux travaux de David Gossen, de Charles-Olivier Carbonel, de Claude Savard sur le livre catholique. Quelques estimations, alors basées sur des sources différentes, je l'ai dit, aboutissant à des résultats assez divergents également, mais qui donnent quand même des ordres de grandeur. Voilà, ça a permis on peut penser que la production de livres d'histoire correspond grosso modo à quelque chose entre 10 et 20, 25% en fonction des périodes et en fonction de ce qu'on entend par livre d'histoire tout au long du XIXe siècle. Voilà, donc c'est quand même une part du marché éditorial assez importante tout au long de la période. À l'échelle des livres d'histoire de France également, là par contre il n'y avait pas d'études, donc il a fallu que je m'y colle. Ce qui d'ailleurs a lancé un travail d'HDR qui est en quelque sorte le prolongement de cet ouvrage. Et donc j'ai pu établir qu'entre 1800 et 1880, eh bien, sont parues en France près de 800 histoires de France différentes. Ça en fait quasiment 10 par an, avec un essor surtout, et c'est intéressant, à partir des années 1830 justement, ce moment que j'évoquais tout à l'heure où Victor Duruy lui-même, le jeune Victor Duruy, normalien, aimait le projet d'écrire lui-même une histoire de France, que, comme je le disais, tout le monde à l'époque veut écrire une histoire de France. Et c'est le moment où paraissent, voilà, en 1833, vous avez à la fois l'histoire de France de Michelet et celle d'Henri Martin, appelée un grand succès également. 1838, l'histoire des Français de Théophile Lavallée, un grand succès également du 19e. Voilà, on pourrait multiplier les exemples d'histoire de France publiées dans les années 1830. Donc c'est un marché qui a du succès, sur lequel on rencontre des best-sellers, ou plutôt ce qu'on appelle des long-sellers, qui ont un succès sur le long terme. Le long-seller absolu du XIXe siècle en histoire de France, c'est l'histoire de France de Anquetil, publié au tout début du XIXe siècle, une commande de Napoléon, 1804-1805, qui est réédité jusqu'en 1880, malgré son... très rapidement, tous les critiques descendent en flèche l'ouvrage, mais il est réédité jusqu'en 1880, et on peut estimer qu'il y a une centaine de rééditions de l'ouvrage en 75 ans. C'est un filon extrêmement juteux. Tous les éditeurs veulent publier leur Anquetil parce qu'ils savent que ça va se vendre, enfin voilà, pour toutes une série de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre ici. Il y a également beaucoup de succès, bien sûr, dans le champ des manuels d'histoire, des manuels soit anciens comme ceux de Le Ragois, qui continuent à être édités depuis le XVIIe siècle jusqu'aux années 1880, ou bien les ouvrages de Madame de Saint-Ouen, l'histoire de France de Madame de Saint-Ouen, sans parler bien sûr du succès, mais plus tardif, des millions d'exemplaires vendus des Petits Lavis à partir des années 1870. Donc un marché du livre d'histoire extrêmement juteux, en quelque sorte, qui est en quelque sorte un terrain d'affrontement des éditeurs. On a là des logiques commerciales à l'œuvre extrêmement développées, et on le voit, je l'ai essayé de le montrer pour Victor Duruy, avec des campagnes de publicité, avec une volonté de s'adapter au public, en transformant l'ouvrage, en le proposant sous différents formats,
pour des segments du marché différents, des publics cibles différents, à des prix différents, etc., avec plus ou moins d'illustrations. J'ai montré aussi qu'ils faisaient l'objet d'éditions pirates, parce que certains veulent avoir leur part du gâteau. Donc voilà, il y a vraiment des logiques purement commerciales dans ces histoires de France, ce qui permet aussi de mettre en perspective le roman national, hein, qui n'est pas juste un discours sacré sur le passé, c'est aussi, il y a aussi derrière des enjeux de gros sous qui sont assez intéressants à étudier. Voilà, donc pour terminer sur ce deuxième aspect et passer rapidement au troisième, on voit que grâce finalement aux sources et aux méthodes traditionnelles d'histoire du livre et d'édition, je n'ai vraiment pas trop innové là-dessus, eh bien on peut aussi appréhender les réalités de ce secteur-là encore peu étudié pour le XIXe siècle, qui est celui d'édition d'histoire, et voir qu'il est totalement emblématique de ces logiques à l'œuvre, hein, dans ce que Jean-Yves Molly appelle le capitalisme d'édition. On est vraiment sur un marché commercial, au-delà de la sacralisation du passé national. Il y a aussi des logiques très matérialistes et mercantiles à l'œuvre. Et s'il y a ces logiques, c'est qu'il y a un public. Voilà, et donc j'arrive au troisième point. J'ai essayé de répondre à la question « Qui a lu l'Histoire de France de Victor Duruy ?» Et on pourrait poser cette question pour plein d'autres ouvrages. Je crois qu'il y a une question qui s'impose, c'est qui a lu l'Histoire de France de Michelet également. Ça, c'est un vieux rêve que j'ai, de faire cette étude-là également. J'ai essayé de la faire pour Henri Martin, par exemple, aussi, dans un article il y a quelques temps. Alors, qui lit l'Histoire de France de Victor Duruy? Alors, il y a un public qui est assez facile à identifier. C'est le public cible de base, qui est celui qui laisse des traces de lecture. Ce sont les historiens, ce sont des critiques, ce sont des étudiants dont on peut retrouver les emprunts dans les répertoires que j'évoquais tout à l'heure. Donc on sait que, voilà, on retrouve des traces de lecture du livre dans une élite intellectuelle d'étudiants ou de spécialistes tout au long du siècle. Bon, ça, c'est pas très compliqué à établir. Mais quand on quitte ce milieu-là assez restreint qui laisse des traces de sa lecture, ça devient beaucoup plus compliqué de trouver des traces de lecture. On en trouve ponctuellement. Alors, il faut noter là que la numérisation des sources à l'œuvre depuis maintenant quelques années est d'une grande aide, parce que par le biais des moteurs de recherche, de l'océanisation, etc., on retrouve comme ça des traces de lecture qu'on n'aurait pas pu trouver auparavant sans une consultation systématique d'un nombre incalculable de sources différentes. Donc ça, c'est vraiment, comme je l'écris dans la conclusion de mon livre, il y a 20 ou 25 ans, cette étude, je n'aurais sûrement pas pu la faire aussi rapidement. Alors, des traces de lecture ponctuelles qui permettent de casser justement l'image d'un livre fait pour une élite spécifique. D'abord parce qu'au-delà des lecteurs de l'Histoire de France de Duruy, il y a des lectrices. L'Histoire de France de Duruy, pourtant, est un livre d'hommes. C'est une affaire d'hommes. C'est un livre écrit par un homme, édité par un homme, et qui est censé être lu par des hommes. Si on soumet à la grille d'analyse du genre cet ouvrage, c'est assez intéressant. C'est un produit culturel genré. Et pourtant, on a des traces de lecture par des femmes. J'en ai trouvé au moins 2. Alors, ce n'est pas des preuves sûres, mais très probables. Je les développe dans l'ouvrage. Hein. C'est celui de la comtesse Ignatieff, Yekaterina Leonidovna Galitzine, une princesse russe, une aristocrate russe qui raconte à Victor Duruy qu'elle a lu ses livres, donc sûrement l'Histoire de France également, ou bien également Colette, l'écrivaine Colette, qui en témoigne indirectement dans son roman Claudine à l'école, qui est en partie autobiographique, et où elle critique assez vertement Victor Duruy, qu'elle juge assez ennuyeux. On sait également que son Histoire de France, ou une version allégée qui est la Petite Histoire de France, a circulé dans des écoles primaires de filles et a pu être utilisée donc, et lue par des élèves filles des différentes régions du pays. Donc ça, c'est un premier apport de cette recherche. Il y a des lecteurs, mais il y a aussi des lectrices, évidemment. Et puis, au-delà de ce cercle des élites cultivées, on a aussi des traces de lecture de représentants des classes moyennes, voire populaires. On a par exemple les témoignages d'anciens élèves de Victor Duruy qui, lorsqu'ils étaient au collège ou au lycée,
ce qui est une preuve d'appartenance au monde de la classe moyenne, petite et moyenne bourgeoisie, eh bien, ont lu l'ouvrage, ont eu à le lire, de gré ou de force, de manière partielle ou intégrale. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Et puis des témoignages plus ponctuels, comme celui de Charles Péguy, par exemple, qui raconte dans les cahiers de la quinzaine comment, enfant, il lisait l'ouvrage de manière totalement passionnée et fiévreuse, en lisant les grandes batailles, le récit des grandes batailles de l'histoire de France sous Duruy. Voilà. Alors, c'est à peu près tout, hélas, comme preuve directe de lecture de l'ouvrage. On peut compenser ces lacunes dans les sources par plusieurs possibilités. Je terminerai là-dessus. D'abord, on peut postuler des lectures, parce qu'on n'a pas toujours de preuves directes, mais on peut postuler des lectures à partir de deux autres pratiques culturelles, que sont d'une part la possession de livres et d'autre part les emprunts dans les bibliothèques. La possession de livres, qu'on peut savoir par l'étude des catalogues de bibliothèques privées, qu'on retrouve lorsque ces catalogues ont été imprimés au moment du décès de leur propriétaire et de la mise en vente de leurs livres, ou bien par exemple dans les inventaires après décès, lorsque les notaires font l'inventaire des livres contenus dans les intérieurs. Le fait que des personnes possèdent les livres peut permettre de postuler qu'ils les ont lus. C'est évidemment très aléatoire, mais voilà, c'est une première piste à défaut d'avoir des preuves directes de lecture. Et puis les emprunts dans les bibliothèques, là encore, un livre emprunté n'est pas forcément un livre lu, notamment dans les bibliothèques populaires, où dans certains cas, les bibliothécaires, voyant bien que le public s'intéresse surtout aux romans sentimentaux ou frivoles, obligent les lecteurs, s'ils veulent un roman, à prendre aussi un livre sérieux. Voilà, donc c'est pas dit qu'ils les liront, mais en tout cas, voilà, on a là une piste qui peut être intéressante. Donc il suffit pour cela de trouver des registres d'emprunt. Je dis il suffit comme si c'était facile, mais ça ne l'est pas. On en a, je l'ai dit, pour les grandes bibliothèques parisiennes. On trouve parfois dans les archives départementales des registres d'emprunt, des bibliothèques populaires ou scolaires qui nous donnent quelques éléments. Et puis, dernier élément, pour compenser donc le manque de sources, on peut aussi, j'ai parlé de postuler, on peut aussi supposer et imaginer. C'est ce que j'ai essayé de faire en retraçant le cas de Jeanne-Marie Martin, cette paysanne du village du Bois d'Ouin. Pardon, je ne vais pas montrer, bon, c'est pas grave. Voilà, le Bois d'Ouin dans le Rhône, joli petit village, paysage typiquement français. Voilà, cette paysanne du Beaujolais que j'ai ressorti des archives, un peu comme Alain Corbin l'avait fait avec Pinagot. Et donc j'ai essayé d'imaginer quel aurait pu être son rapport à l'histoire de France de Victor Duruy. J'ai pris le Bois d'Ouin parce que je sais que à l'époque de Jeanne-Marie Martin, il y avait un exemplaire du livre dans la bibliothèque populaire du Bois d'Ouin. Voilà, et c'est sur cette figure finalement que je voudrais terminer, cette figure de Jeanne-Marie Martin, une femme inconnue, une paysanne, une femme, pas du tout le public cible au départ de l'histoire de France de Victor Duruy, mais dont on peut postuler qu'elle aura pu le lire ou l'avoir en main. Et c'est ça finalement que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est vraiment faire une histoire à hauteur d'homme, ou à hauteur de femme en quelque sorte, essayer de descendre du niveau des généralités et de la synthèse, ce qui n'est pas du tout un reproche pour ces niveaux-là, pour aller vraiment vers les réalités de ce que peut être le travail d'un historien, la fabrication d'un livre, la diffusion dans les librairies et les bibliothèques, la lecture elle-même. Voilà, donc j'ai voulu vraiment faire un pas de côté en quelque sorte, changer d'échelle pour essayer de rendre les choses concrètes et j'espère que le résultat est à la hauteur. Voilà, merci pour votre écoute. J'ai un peu dépassé, pardon. Merci Jean-Charles. Je laisse Patrick se préparer peut-être. Alors, donc merci pour ton intervention, Jean-Charles. Non, au contraire, c'était très dense, très intéressant. Et donc je propose, j'ai une série de questions, mais je propose de laisser la parole immédiatement à Patrick Garcia. Donc Patrick, je te laisse mettre ton micro, c'est bon? Ouais, j'essaie. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Allez, je te laisse. Bien, mais écoutez, d'abord je voulais remercier Florent de l'invitation et Jean-Charles de m'avoir donné l'occasion
de lire immédiatement son livre qui m'a tout à fait intéressé, plu. Et je vais avoir un peu de mal parce que je trouvais la présentation qu'il vient de nous faire absolument parfaite. Donc je risque d'être un peu par moments redondant et je voudrais commenter quand même une première, la façon dont il qualifie son travail, parce que c'est ce que j'avais écrit dans mes notes en parlant de micro-histoire totale. Je ne sais pas si c'est dans le livre ou si tu l'as ajouté là. C'est peut-être dans le livre, mais je ne l'avais pas vu. Mais bon, je l'avais écrit. Et je trouve que cet adjectif correspond exactement à ce qu'est le livre, à savoir micro-histoire, parce qu'on est bien dans l'étude au ras du sol d'un objet, dont tu disais par le bas, à portée d'hommes et de femmes, hein, mais c'est tout à fait ça. Et puis total, parce qu'en fait, on embrasse à travers ce micro-élément, c'est ce livre que tu qualifies de banal, on y reviendra, l'ensemble d'un processus social, culturel, intellectuel. Et ça, moi, j'ai trouvé ça complètement passionnant. Au départ, hein, tu nous rappelles hein, l'histoire d'une rivière, hein, d'un ruisseau, exactement. Bon, qui est tout à fait intéressant. Et c'est ce que tu fais sur le livre. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, hein, de passer de l'intention à la rédaction, à l'édition, à la fabrication, hein, des tas de questions qui sont tout à fait intéressantes, hein, sans diamètre évidemment le contenu. Hein. Alors, j'ai beaucoup pensé à Michel Vauvel en disant, parce que je me rappelais toujours Michel Vauvel hein, disant, bon, il faut se méfier des histoires sur coussin d'air. Hein. Et effectivement, là, on n'est pas dans l'histoire sur coussin d'air, on a les pieds dans l'encre, si je puis me permettre la métaphore, hein, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, évidemment, il y a des côtés qui sont presque, disons, amusants hein, pour un lecteur du XXIe siècle, hein, c'est que on y retrouve un peu l'archéologie des mots qu'on emploie, hein, puisqu'on est tous un peu contraints de faire de la PAO hein, désormais, hein, que ce soit pour les livres, produire les livres, les articles, hein, les mémoires universitaires, hein, corriger nos étudiants. Et puis là, on va retrouver hein, l'origine des mots, hein, pourquoi on parle de cases, de petites cases, de grandes cases, hein, en renvoyant à ces grands compartiments, à ce grand tiroir composé de compartiments, hein, avec ces cassetins. Hein, pourquoi on parle de composition, pourquoi on a des épreuves, hein, pourquoi on parle de pages de garde. Hein. Tout ça, j'ai trouvé ça évidemment très, très amusant de retrouver ce vocabulaire, les origines de ce vocabulaire qui est notre, qui continue d'être notre vocabulaire. Hein. Deuxième élément qui m'a beaucoup marqué, c'est que ton livre est un hymne à l'érudition. Et ça, j'ai trouvé ça remarquable parce que vraiment, on ne s'ennuie pas. D'abord, on a beaucoup de références à voir, il y a beaucoup de notes de bas de page qui sont passionnantes. Et puis voilà, on va du côté de la littérature, on va du côté des historiens contemporains, on va du côté des contemporains de Victor Duruy, on est dans l'histoire de l'édition, on est dans toute une série de spécialités. Ça, j'ai trouvé ça aussi un parcours hein, assez captivant, hein, qui fait qu'on ne manque ni une exergue, ni une citation, hein, ni une note de bas de page. Hein. Et en plus, bon, Florent le disait tout à l'heure, il y a un véritable plaisir de lecture. Hein, et d'écriture, et puis de métaphores. Il y a des métaphores vraiment très sympathiques. Moi, j'ai beaucoup aimé celle du daguerreotype, qui m'a bien plu dans les métaphores que tu utilises. Et on va voir que ce n'est pas un ornement. Hein. Ces photographies, cependant, ont les défauts techniques des premiers daguerreotypes. Taches, surface d'ombre, effet de flou viennent donner une vision incomplète ou déformée de la réalité pour des raisons qu'il est nécessaire de bien prendre en compte, etc. Alors, je voulais revenir à l'essentiel. C'est qu'en te lisant, on comprend effectivement que l'histoire est une enquête. Et c'est ça que j'ai trouvé. Bon, tu as une ambition, hein, une ambition méthodologique, mais je trouve qu'évidemment, c'est
parfaitement réussi. C'est très intéressant parce que, en fait, ce livre est un livre, ce qu'on dit un peu dans le langage universitaire, d'initiation à la recherche par l'exposé à la pratique d'une recherche. C'est-à-dire que tu as décomposé absolument toutes les étapes et tous les questionnements que l'on peut se poser. On te suit à travers on voit les traces, on a les questions, les traces, les pistes, parfois les impasses, Ouais. hein, mais parfois le certain ou l'incertain, les acquis. J'ai bien aimé la façon dont tu pèses le certain, l'incertain. Et là aussi, je reviens à Michel Vauvel, parce que c'est un livre qui lui aurait plu. Parce qu'il y a toujours le souci de la mesure. À la fois, on est tout à fait dans le qualitatif, dans la lecture de la phrase, des intentions, etc. Et en même temps, on essaie de mesurer autant qu'on peut, autant que faire se peut, c'est-à-dire de peser. Ce moment de la pesée, moi, qui me semble tout à fait primordial et qui est un grand héritage de l'histoire sociale. Et je dirais presque qu'il y a du Langlois et Seignobos dans ton livre. Alors, c'est pas. Je sais pas si c'est Ça peut, voilà. Je m'entends, au sens où c'est pas un ouvrage méthodique, mais c'est effectivement, il y a ce souci d'initier, de décomposer ce que peut être le raisonnement de l'historien. Alors on voit bien que tu l'as écrit à un moment donné en pensant aux étudiants. Alors évidemment, ça donne un livre qui est un peu gros peut-être pour les étudiants de première année, mais il y a des chapitres. Et en tout cas, on peut voir, on est dans le même type de monstration de la réflexion que Ginsburg dans Le fromage et les vers. Voilà, je fais une enquête, voilà les pistes, voilà ce que ça donne. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était très, 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 très intéressant. De ce point de vue-là, effectivement, c'est bien un discours de la méthode et d'une certaine manière, le vrai sujet du livre, c'est ton enquête. C'est un livre sur le travail d'un historien, sur le travail des historiens. On est dans une mine, d'une mise en abîme qui est tout à fait là. Tu embrasses complètement ce en quoi l'historiographie a changé, c'est-à-dire que c'est une historiographie qui ne se fait pas simplement avec des idées, mais qui se fait avec du matériel, qui se fait avec des acteurs, qui se fait avec des intentions. Et ça, je trouve que tu remplis ça. Et c'est vrai que moi, je m'étais risqué à un moment donné à faire le 19e siècle, à une époque où j'étais encore imprudent, dans un livre qui s'appelait les courants historiques en France, où j'avais lu beaucoup, mais où j'étais resté sur une espèce de déception, ou, je ne sais pas comment le qualifier, mais le fait qu'en définitive, on avait peu d'éléments pour faire vivre ces historiens, ce qui d'ailleurs, du coup, m'avait donné l'idée qu'on pouvait faire ça sur les historiens contemporains, ce qui a lancé un autre projet de recherche. Mais je trouve que là, effectivement, en allant chercher dans les registres des bibliothèques, dans l'ensemble des traces possibles, on en approche autant que faire se peut. Autant que faire se peut, mais déjà, on avance un peu dans le sujet. Et puis, évidemment, ça peut aussi apprendre au lecteur, qui pourrait être un grand lecteur, que l'histoire, ça se fait avec des si. On pourrait voir ça. Voilà, on se pose des questions. Je sais pas, j'aurais pu prendre à peu près le livre au hasard. Parce que c'est toujours comme ça. Mais si ces lignes sont de Victor Duruy, elles constituent un monument d'autopromotion, etc. S'il n'en est pas l'auteur, ou alors il a rédigé, etc. etc. Et là, on a un raisonnement. Tu montres le raisonnement. Ce qui est très intéressant, parce qu'en plus, on parle, j'y reviendrai, de l'histoire nationale, mais c'est le contraire de l'histoire nationale. Parce que c'est une histoire réflexive, c'est une histoire qui donne à voir ces questions. Et ce n'est pas une histoire sûre de ses faits. On n'est pas, on est dans une vraie histoire scientifique. J'ai bien aimé des phrases comme ça. On pouvait bien sûr y penser a priori, mais il était toutefois préférable d'explorer cette piste par acquis de conscience. C'était une impasse. De la même façon, tu as terminé sur ta Jeanne-Marie Martin.
Bon, donc cette femme qui aurait pu lire, mais je te rappelle quand même qu'à la page 311, tu exécutes cette idée. Ce scénario inventé de toutes pièces est-il plausible? Rien de moins sûr, hélas. Rien de moins sûr, hélas. Voilà. L'histoire n'est jamais sûre, disait Michel de Certeau. On est là, rien de moins sûr, mais c'est évidemment très intéressant de proposer l'idée que une paysanne lettrée aurait pu prendre ce livre, le lire, qu'en aurait-elle fait, mais voilà, on est là dans une introduction en acte aux études historiques, ou une introduction aux études historiques en acte, mais voilà, on est dans de l'action. Alors, évidemment, je vais faire bref, il y a cette partie consacrée à l'historiographie, évidemment intéressante, mais en fait, le livre est consacré à l'historiographie. Si on entend que l'historiographie est un fait social, je veux dire, si on est bien dans cette vision, on est bien sur les historiens au travail, on est sur une historicisation de l'histoire. Et c'est ça qui est important. Je veux dire, pourquoi a-t-on du mal à enseigner l'historiographie aux étudiants? Parce que souvent, quand on enseigne l'historiographie, on ne fait pas l'histoire de l'histoire. On fait une espèce de... un discours sur une histoire qu'on décontextualise. Or, l'histoire est une production sociale, il faut cesser de la recontextualiser, il faut en parler à travers ses pratiques. C'est une écriture, c'est des pratiques, c'est un lieu social. Là aussi, c'est ce que disait Certeau, et je pense qu'il avait parfaitement raison. Donc, on est bien dans cette perspective. Alors, évidemment, il y a la question du national là-dedans, mais bon, on attend avec impatience de lire ton HDR qui sera consacré aux histoires de France au 19e, mais évidemment, on est dans un moment particulier qui est le moment d'une revendication par la corporation historienne d'un magistère civique. Pourquoi veulent-ils tous écrire ces histoires de France? Tu démentiras, mais bon, ou tu confirmeras, c'est parce que, effectivement, il y a cette vision que c'est les historiens qui doivent tisser le récit de la nation, lui donner corps, lui conférer une âme. D'où le nombre de publications. Et de ce point de vue-là, évidemment, Duruy est un auteur particulièrement intéressant. Tu avais consacré une très belle biographie, mais parce qu'il est multicarte. Il est à la fois professeur, pédagogue, c'est un des premiers à faire des manuels qui soient à peu près adaptés au lectorat. Ça a été salué plus tard par son élève, Lavis. Il joue un rôle, puis il est ministre. Après tout, il n'y a pas eu tant que ça d'historiens ministres. Et en tout cas, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu là. Et il a une action très très importante sur l'enseignement de l'histoire, puisqu'il promeut l'enseignement féminin. Il introduit l'histoire en classe de philosophie, donc en classe de terminale, par les contemporains, et il introduit l'histoire jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, c'est lui, qui va être une des caractéristiques de l'enseignement français pendant longtemps. Donc, quelqu'un qui joue un rôle tout à fait important, et on va retrouver ça dans la matérialité du livre, dans son découpage, dans les illustrations. Tu insistes avec beaucoup de raison sur ces illustrations qui arrivent de façon abondante dans les livres, et qui s'introduisent dans le livre scolaire et qui vont passer dans le livre de vulgarisation. Je pense qu'on peut parler de vulgarisation, ça me paraît assez juste. Les cartes,
hein. Bon, tu rappelles la très belle formule de Jeanne Weber, hein, à l'époque, la France était bien floue. Hein. J'aime beaucoup, et c'est tout à fait ça, mais voilà, hein, on fait des cartes. Hein. Et moi, je trouve que c'est intéressant, ce passage, hein, d'un livre qui échappe à l'univers scolaire pour, en définitive, te poser la formule de Nora à l'égard de la Wyss en tant qu'instituteur national. Hein. Être un pédagogue de la nation à l'égard de tous les publics. Hein. Alors, l'histoire qu'il produit, évidemment, c'est une histoire, j'aurais dit, il n'aurait pas été aussi proche de l'empereur, j'aurais dit une histoire de juste milieu. Mais bon, c'est l'histoire d'un consensus majoritaire, hein, qui exclut grosso modo les socialistes et les qui n'existent pas forcément beaucoup en ce moment-là, et puis les catholiques, évidemment. Hein. Une histoire engagée pour la patrie, hein, et qui, en s'engageant, n'a pas le sentiment de déchoir. Et là, on est dans les convictions du XIXe siècle, quand on parle de la nation, et particulièrement de la nation française, puisque la nation française a un lien avec l'universel, on est en accord avec la science. Hein. C'est la conclusion de Monod en 1976. Hein. C'est ainsi que l'histoire, sans autre but et d'autres fins que le profit qu'on tire de la vérité, travaille d'une manière secrète et sûre à la grandeur de la patrie, en même temps qu'au progrès du genre humain. Hein. Là, on a un mode de conviction commune de tous ces historiens, hein, et puis une vision qui est effectivement la synthèse de l'école romantique. Hein. Il y a du Thierry, il y a du Guizot. Hein. D'ailleurs, bon, quand tu dis, bon, voilà, c'est un livre qui va donner confiance à la bourgeoisie, hein, ça rappelle terriblement Guizot, hein, en disant à ses étudiants, mais ces bourgeois n'étaient pas, hein, des bourgeois de pacotille, hein, ils savaient tenir l'épée, etc. Messieurs, écoutez. Hein, et puis cette vision d'une histoire tendue téléologique, hein, le tiers-état a mis 700 ans, hein, pour réussir. La formule est magnifique. Ce qui fait que je trouve que il y a quelque chose de matriciel chez Duruy. Hein. Moi, j'avais parlé à un moment donné du moment Lavis, mais en fait, il ne faudrait pas parler plutôt d'un moment Duruy-Lavis, puisque, bon, d'un côté, hein, bon, effectivement, il y a 120 000 exemplaires de Duruy, il y a 12 millions, 13 millions de Lavis, hein. Mais en même temps, je dirais le triomphe de Duruy, c'est un triomphe dans l'après-coup. Hein, c'est un triomphe... tu le dis, hein, dans ta conclusion, en fait, je ne le dis pas exactement comme ça, mais je le dirais pour ma part, c'est le livre des maîtres. C'est-à-dire, c'est lui qui donne le cadre dans lequel les autres, hein, vont en fait pédagogiser complètement le roman national, que tu as raison de qualifier de nationaliste, au XIXe siècle. Alors, peut-être pour terminer, hein, terminons par la petite monnaie. Hein, la petite monnaie, puisque tu nous amènes très loin, puisque tu nous amènes jusqu'au spectacle de Maxime d'Aboville. Donc ces citations, hein, nostalgiques, hein, d'un discours sur la nation. Je crois que, en fait, ces citations-là, elles t'engagent presque. Elles t'engagent presque à faire un autre travail. Spectacle. Non, on va pas faire un spectacle. Il y a un one-man show, et pourquoi pas, après tout, ça, je ne vais pas te l'interdire, hein, mais à faire une édition critique du texte, hein, pour justement historiciser. Parce que qu'est-ce que c'est que le discours nationalisme, sinon un type d'intégrisme, c'est-à-dire un type de déshistoricisation de l'histoire. Hein. Or, tout l'enjeu, c'est celui de l'historicisation, hein, et la contextualisation, hein, comprendre comme pourquoi ça s'aimait à un moment donné, hein, et on ne peut pas... le regard nostalgique est un regard négateur de l'histoire, hein, et notre boulot, c'est de réintroduire l'histoire. Donc voilà, une édition critique, ce serait pas mal. De Daboville. De Victor Duruy. Oui. Merci. Merci Patrick. Je te propose, Jean-Charles, de réagir à ce qui était proposé.
effectivement, une édition critique avec une préface de Patrick Garcia serait vraiment fort bienvenue. Et nous ferions un nouveau petit déjeuner d'Urkheim sur cette thématique, éventuellement avec Bénédicte Giraud, cette fois-ci comme discutante. Alors, Jean-Charles, je te laisse intervenir et puis après, j'aurai quelques petits points à voir. Il faut que tu coupes ton micro, je pense. Ah, faut que je aussi. Oui, oui, oui. Alt, hop. Tac. Oui, merci beaucoup, Patrick. Je suis vraiment content et fier que ce livre t'ait plu et que tu sois d'accord avec la logique d'ensemble. Je suis content de t'avoir convaincu, en fait. C'est une satisfaction sincère. Oui, alors, je crois que tu as employé le bon mot. Il s'agit d'historiciser, et c'est aussi ce que j'essaye de faire justement dans l'HDR. C'est voilà, je parlais de mise en perspective, mais du roman national. Mais voilà, il s'agit vraiment de bien remontrer, voilà, à nouveau concrètement ce qu'est la réalité de tout ça, tous les enjeux qui sont à l'œuvre dans ce travail du discours historique qu'est le roman national, de voir les enjeux pragmatiques, de voir les enjeux financiers, de voir les enjeux politiques, même s'ils sont déjà quand même bien connus. C'est vraiment, oui, il y a un travail de déconstruction à faire qui pourrait passer par un travail de lecture critique, en effet, de certains ouvrages récents. C'est un vrai projet qui est tout à fait légitime, je pense, et intéressant. Je suis d'accord avec toi finalement, mais c'est en ça que c'est bien d'avoir des regards extérieurs. Le fait que finalement, en effet, le vrai sujet de ce livre, c'est pas l'histoire de défense du Rui, mais alors c'est vertigineux, ça fait peur quand même. Alors que j'ai écrit un livre sur moi-même quelque part, je m'en suis pas du tout aperçu, donc merci de me tendre ce miroir-là. Oui, en fait, bon, après ça correspond au projet qui était le mien au départ, en effet, de donner à voir ce qu'est le travail de l'historien, alors de l'historien du culturel, de l'historien du livre et de l'édition, ce qui renvoie à ce que j'expliquais tout à l'heure, mais finalement de l'historien tout court, quoi. Et c'est en effet une enquête que j'ai voulu exposer. Et puis troisième réaction, alors oui, sur Jeanne-Marie Martin, j'y reviens. L'une des relectrices de l'ouvrage, avant que je le publie, m'a dit, mais finalement, vu que ça, enfin, elle trouvait que ça avait un côté déceptif, finalement, ma démonstration sur Jeanne-Marie Martin. Finalement, j'ai élaboré tout un scénario qui finalement n'aboutissait à rien, puisque je disais que, bah voilà, elle me disait, dans le coup, pourquoi tu gardes ce passage, puisqu'il n'aboutit à pas grand-chose. Et je m'étais un peu attaché à Jeanne-Marie Martin dans le coup, et aux pages que j'avais écrites, cet essai d'imagination, qui n'est pas totalement imaginaire, parce qu'il y a des choses vraies dedans, hein, sur son mari militaire, etc. Tout ça est tout à fait avéré. Mais voilà, comme le but était, comme on vient de le dire, de montrer aussi la méthode, je voulais aussi montrer les impasses. Et que des fois, on prenait des chemins et que ça n'aboutissait à rien, et qu'on faisait demi-tour et qu'on repartait sur autre chose. L'enlever, c'était finalement amputer la démonstration de aussi, bah voilà, son côté déceptif. La recherche, ça passe aussi par des déceptions, et je pense que c'était important de le montrer. Voilà. Mais juste, alors, pourquoi le laisser, je pensais aussi à Michelet. Michelet, à qui on reprochait, je crois que c'est Taine, de ne pas avoir mis de notes de bas de page, et qui, je cite de mémoire, hein, expliquait que c'est une vaine ostentation. C'est comme laisser un échafaudage quand on a fini de construire l'immeuble. Et bien justement, voilà, ce que tu laisses, c'est l'échafaudage. Hein, les faux de piste, c'est l'échafaudage. Hein, bah voilà, il y a eu des impasses. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que effectivement, on n'est pas dans une histoire de plein pied. Oui, ça, si je puis me permettre, ça évite aussi, c'est une des difficultés, me semble-t-il, tu parlais de la difficulté pour les étudiants de comprendre ce qu'on fait avec l'historiographie, mais c'est une des difficultés, au fond, de la transmission, c'est de donner toujours l'impression, au fond, qu'il y a une vérité toute construite quelque part, et que de notre travail, c'est de la trouver, et qu'une fois qu'on l'a établie, il n'y a plus rien à en dire.
tandis que c'est une construction, c'est une reconstruction, c'est une construction permanente, et justement, l'image de l'échafaudage montre bien la chose, et que montrer l'échafaudage, les pistes, les impasses, etc., ça permet, ça offre aussi aux autres regards l'idée que, ah bah tiens, moi j'aurais pu aussi voir ce chemin-là, et j'aurais pu construire, et que ça a une forme de richesse. Voilà, et je te redonne la parole, Patrick, excuse-moi, Non, non, j'ai interrompu ton... Non, 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 pas du tout. Il t'a pas interrompu. C'est tout ce que je voulais dire. Ah, c'était la réaction de Jean-Charles, en fait. Oui. C'est toi qu'on a interrompu, en fait, Non, Jean-Charles. non, non, j'avais terminé aussi. C'était... Alors, moi, il y a plusieurs points, alors, du coup, si... tu as évoqué la question du... C'est un peu éparse, là, ce que je vais dire, mais tu as évoqué la question d'un produit culturel genré. Oui. Tu n'as pas développé, parce que tu peux pas, évidemment, dans le temps qui t'est imparti, développer tout, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur cette dimension. L'autre élément, même si on a compris qu'il y avait un autre ouvrage qui était en préparation plus ample sur les histoires de France, peut-être donner d'autres éléments sur qu'est-ce que représente cette histoire de France de Duruy dans cette construction d'un roman national. Hein, tu as dit qu'au fond, il était assez... c'était relativement convenu, c'est pas le terme que tu as employé, mais il reste dans un schéma qui est déjà en place. Bon, dans quoi ça s'inscrit exactement? Et puis la troisième chose, ben là c'est une question à vous deux peut-être, on sort un peu peut-être du livre, c'est la question de la réception des livres d'histoire. Est-ce que la réception des livres d'histoire en France, elle est spécifique par rapport aux autres pays? Est-ce qu'on est les seuls à s'intéresser à ce point-là, à l'histoire, au XIXe siècle, en Europe par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres États dans une période de construction des nations? Donc on voit bien que l'histoire, là, elle joue son rôle dans l'affirmation des nationalismes. Qu'est-ce qu'on sait des Italiens, des Allemands, etc., des Tchèques, dans cette construction-là de... Voilà. Donc c'est trois questions un peu qui sont très très différentes, mais ouais. Merci Florent. Alors oui, sur ta première question, donc l'histoire de France, un objet genré. Comme je l'ai dit, je me répète, c'est un ouvrage écrit par un homme pour des hommes. C'est fait par des hommes pour des hommes, dans une société qui est encore basée quand même sur une séparation assez nette des genres, qui n'ont pas les mêmes activités, qui n'ont pas la même place dans le champ public, etc., etc. Donc il y a une séparation assez nette, et très clairement, l'ouvrage de Duruy, il est destiné au départ à être une affaire d'hommes uniquement. On pourrait pousser plus loin l'analyse peut-être dans le type de discours qui est tenu, dans l'insistance sur le fait militaire, qui peut là encore sembler quelque chose de très masculin, voire viriliste. On pourrait peut-être faire une analyse aussi des images. Je sais pas, j'ai pas creusé plus loin la question, mais très clairement, il y a là un aspect genré. Mais ce que montre aussi l'ouvrage finalement, c'est que ce schéma-là, il n'est pas si net, et qu'il y a la réalité pragmatique. Et que, au-delà des schémas sociaux partagés et des prescriptions genrées, il y a une frontière qui est assez floue. Et ce qui est intéressant, c'est finalement de voir qu'il y a des femmes donc, qui ont lu l'ouvrage, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi des femmes qui ont participé à l'ouvrage. Au moins à deux étapes, on peut le supposer. La première, c'est au niveau de la conception et de la rédaction, puisque comme ça a été montré par exemple pour Michelet, pour Augustin Thierry, pour ne prendre que des historiens du 19e, qui ont une certaine proximité avec Duruy, au moins chronologique, eh bien leurs femmes ont joué un rôle de secrétaire, de relectrice, d'assistantes en quelque sorte, qui ont pu faire des lectures, faire des notes, faire des fiches pour aider leur mari, ou qui ont participé, c'est le cas d'Athénaïs Michelet, ça a été bien montré par Camille Creighton, participé à la postérité de l'œuvre en assurant
une forme de publicité de l'œuvre après le décès de Michelet. Bon. Donc il y a cette première étape-là, et il y a l'étape aussi, c'est très technique et très concret, l'étape dans la fabrication du livre, il y a un moment qui est très féminin, c'est l'activité du brochage. Ce dernier moment de la fabrication du livre, où on coud entre eux les livrets pour former le volume final, c'est une activité de couture, ce qu'on appelle le brochage, parce que c'est fait par une broche spéciale, et évidemment, dans une répartition sociale genrée des activités professionnelles, le travail de couture est assuré essentiellement par des femmes. Bon, de fait, à l'époque du livre, c'est la moitié de la main-d'œuvre parisienne dans les ateliers de brochage qui est féminine. Donc voilà, c'est un produit d'homme, mais dans lequel finalement les femmes ont joué un rôle, dont des femmes ont pu bénéficier en tant que lectrices, mais ça, et ça participe à nouveau de ce processus d'invisibilisation, on ne le sait pas forcément, et il faut aller gratter et chercher pour redécouvrir tout cela. Donc un objet genré, mais pas tant que ça, finalement. Sur ta question sur la place de l'histoire de France de Duruy dans la construction du roman national, finalement, je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure à nouveau, c'est cette idée de transition entre Michelet et la Wyss. Et alors, une transition qui est sur deux plans. Sur le plan intellectuel, le plan des idées, le plan des représentations, Duruy est finalement l'héritier de cette école romantique libérale qui, dans les années 1820-1830, en rénovant l'histoire, met en avant un discours spécifique sur le passé national, de justification de la Révolution, etc. Je ne reviens pas sur ces aspects-là qui sont assez connus, et qui donc pose les bases du point de vue du fond sur ce qu'est le roman national et quelle histoire de France il faut raconter, parce qu'évidemment c'est ça le roman, quelle histoire de France on raconte, quel est son but, quel est le scénario, quoi. Et sur un autre plan, qui est le plan, pour le coup là, inscrit dans les réalités socioculturelles, dans l'histoire de l'édition, il est celui qui va populariser d'un certain point de vue cette théorie-là. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les lettres sur l'histoire de France d'Augustin Thierry, l'histoire de France de Michelet, est-ce qu'ils sont vraiment beaucoup lus, au-delà d'un cercle restreint de spécialistes? Est-ce que c'est ça qui va permettre de diffuser dans la population cette vision-là du passé national? J'en suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt Duruy, avec cet ouvrage-là, qui va surtout descendre au niveau des classes moyennes, et dans un deuxième temps, ce seront les manuels de la Wyss diffusés dans toutes les écoles primaires qui vont plutôt diffuser ce roman national-là dans les classes populaires. Donc c'est un chaînon qui n'est plus manquant, dans le coup, à mon avis, mais vraiment cette idée de transition entre ceux qui ont posé les bases intellectuelles du roman national, qu'il reprend à son compte, et ceux qui vont diffuser dans la population largement ce type de discours sur le passé national. Sur la question de la réception des livres d'histoire en France, je vais laisser Patrick, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, répondre là-dessus, mais je vous donnerai juste un exemple, c'est sur l'Angleterre, parce que j'ai étudié par ailleurs le cas d'une espèce d'équivalent qui est The History of England de Thomas Macaulay, qui est un ouvrage paru au milieu du 19e siècle en Angleterre, qui est surtout une narration en fait de la Glorious Revolution de 1688, et qui est un succès monumental, qui fait de Macaulay un millionnaire. C'est un best-seller, peut-être le best-seller historique anglais du 19e, parce que il tient le même discours finalement que Guizot en France ou que Duruy. C'est l'apologie de la bourgeoisie, enfin de la middle class, et de son rôle historique, à travers l'exemple de cette révolution d'Angleterre, qui d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est une narration. Alors il y a un préambule assez long sur l'Angleterre depuis l'époque romaine, mais le cœur, y compris d'un point de vue éditorial, en nombre de pages de cette History of England, c'est la narration de la révolution de 1688 et du règne de Guillaume d'Orange qui suit. Voilà, donc ça montre bien, là encore, une appétence certaine pour l'histoire nationale en Angleterre, dans un livre qui va avoir un succès au-delà de la classe bourgeoise seule, vu les chiffres de vente, très clairement, ça ne touche pas que la middle class. Et voilà, c'est un exemple que finalement, le cas français n'est pas totalement spécifique, et finalement
tu donnais des éléments de réponse dans ta question en disant, voilà, dans cette ère d'affirmation des nationalités, des patriotismes, bah, voilà, c'est un phénomène européen. Et alors, sans avoir d'exemple, parce que je n'ai pas trop étudié la question, mais très clairement, ça dépasse les frontières de la France. Mais tu veux peut-être... Non, 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 mais tout à fait. Oui, bon, on peut même se référer au livre d'Osborne, où il avait étudié. Puis il y a eu la grande enquête menée par Stephen Berger, hein, sur l'historiographie au 19e et au 20e en Europe. Et il y a tout un volume qui est consacré justement aux écritures nationales. Et c'est tout à fait intéressant. Donc on est dans la commune mesure. Je veux dire, de toute façon, grosso modo, à chaque fois qu'on parle de l'exception française, c'est parce qu'on ne regarde pas à côté. C'est la plupart du temps. Hein. C'est quand même une notion fort peu scientifique que celle d'exception. Non, mais je voudrais revenir moi, sur quelque chose que tu as dit, c'est sur deux choses. D'abord, sur ce que montre aussi le livre, je n'avais pas parlé, je voulais le faire, c'est aussi non seulement c'est le travail de l'historien, mais c'est aussi que le travail de l'historien a changé. Quand tu disais, j'aurais pas pu faire ce livre il y a 25 ans, tout à fait. Je veux dire, la place que prend les ressources numériques dans ta recherche, mais c'est-à-dire dans la recherche. Hein, c'est pour ça que c'est un livre pour les étudiants d'aujourd'hui, parce que effectivement, il y a aussi comment on sert des ressources numériques. Vraiment. Hein, à quoi ça sert les catalogues? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on trouve sur Gallica? Hein, or, aujourd'hui, effectivement, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Je dirais, Diovi ne sortait pas beaucoup de son cabinet, mais nous, on peut tout autant rester dans notre bureau parce que effectivement, on a à notre disposition des ressources quasiment inimaginables. Il y a encore, quand on a, excusez-moi, je suis un peu plus vieux, quand on a commencé nos études. Bon, en tout cas, pour moi. Au XXe siècle. Pour moi aussi. Au XXe siècle. Oui, au siècle dernier. Au siècle dernier. Non, mais voilà, on ne se rend pas compte. Mais effectivement, l'accessibilité de toutes les revues, tous les articles, les bibliographies, c'est quand même quelque chose d'absolument gigantesque. Et puis, le deuxième point, c'était la question, tu posais la question, qu'est-ce qu'un livre d'histoire? Alors bon, il y a des adjectifs que je ne cautionnerai pas, histoire immédiate, temps présent, mais on est dans des livres d'actualité, hein, on est dans des essais, des enquêtes de type journalistique, mais cela dit, aujourd'hui, ça paraît, la question que tu poses pour un lecteur contemporain paraît étonnante, mais pendant longtemps, elle n'a pas été. C'était une vraie question. Je veux dire, c'est la question que se pose Bonnour, Jean-François, quand il fait sa thèse sur la production historique française dans l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 50. Qu'est-ce qu'on doit retenir comme étant un livre d'histoire? Or, la majorité de la production, en tout cas la majorité des ventes, ne relève pas d'auteurs universitaires. Alors, c'est encore plus vrai, évidemment, plus on va dans le 19e siècle, plus c'est vrai, parce que l'université est quand même assez évanescente. Hein, les chiffres que donne la thèse pionnière, hein, de Carbonel, de mémoire, hein, c'est que 80% ou 90% de la production historique vient d'amateurs. Hein. Quand on est en 39, ça reste encore extrêmement important. On a tout le poids de l'académie, l'Académie française, hein, sans vouloir attenter à la dignité de Pascal Horry. Mais les académiciens, hein, qui tiennent le haut du pavé et le haut de l'édition. Hein, donc effectivement, c'est une vraie question. Comment on va différencier? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le livre d'histoire? C'est un livre fait par les historiens. C'est toute la question de la frontière. Hein, toute la question de la frontière. Et alors, cette question de la frontière, elle ne cesse d'être remise en question. Aujourd'hui, Laurent Deutsch vend plus que les universitaires. Hein, et donc là, il y a une vraie question, une vraie réflexion aussi, hein, sur la notion de frontière. Hein. L'histoire est moins que jamais aujourd'hui, mais l'a-t-elle
jamais été, sauf à une période extrêmement circonscrite, la propriété des historiens. Non, ça c'est sûr. Voilà. Bon. Alors donc, Maxime Ducamp, histoire du temps, prénom, non. Je t'enverrai Journaliste. un article que j'ai écrit. Quoi Je t'enverrai un article que j'ai écrit. sur ça. D'accord, d'accord. Et tu sais, Maxime Ducamp, ils ont vomi leur eau forte. Voilà. Mais ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bien. Journaliste policier. Et un peu historien. Eh bien, ça nous laisse, Patrick, dans vraiment encore toute une série d'interrogations, effectivement. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un livre d'histoire? On sort du régime de la certitude, effectivement. Est-ce que ce sont ceux qui reçoivent le livre aussi, qui le définissent comme historien? Parce que tu parlais de Monsieur Laurent D. Je pense que pour le grand public, c'est un historien. Absolument. Que Stéphane B. est un historien aussi, historien à la télé. Et donc, effectivement, derrière, on peut partir de certitude, c'est une forme de certitude en disant c'est la pratique qui fait l'historien, mais en réalité, c'est vraiment pas aussi certain que cela, comme tu dis. Surtout quand on voit quelle est la pratique des historiens du 19e siècle, qui est une pratique de cabinet où effectivement on lit de la littérature grise, déjà écrite, réécrite, etc. Où au fond, construire une œuvre, c'est apporter son regard sur des choses qui ont déjà ont été dites, faire une compilation. Il y a... Continuer, hein, les histoires continuées, c'est remarquable. Ah oui, Anctil, par exemple. Oui, absolument. C'est que ça. Oui. Le Rago aussi, il est continué. Bien, oui. Alors, Mais en fait, pour peut-être terminer, la question en effet, de qu'est-ce qu'un livre d'histoire, ça va dépendre en fait de ce qu'on entend par histoire. Et tu disais, voilà, bon, certains historiens médiatiques ou auteurs médiatiques d'histoire sont considérés comme des historiens par certains lecteurs ou téléspectateurs, parce que je pense que chacun, du côté des récepteurs, a une vision différente de ce qu'est l'histoire, de ce qu'elle doit être, et donc accordera le statut d'historien à des personnalités différentes. Pour un universitaire, évidemment, les noms qu'on a cités ne sont pas des historiens. Mais pour quelqu'un qui n'a pas un rapport scientifique à l'histoire, pour qui l'histoire est un divertissement, et après tout, pourquoi pas, un lieu d'évasion, un lieu de rêve, un lieu de narration passionnante, et ces auteurs-là, qui leur offrent ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, et c'est pas du tout un reproche que je leur fais, ce sont des historiens. Et alors, ils ne nieront pas que nous-mêmes le sommes, puisque c'est notre métier, mais ils vont pas nous lire, nous, mais après tout, puisque ces hommes-là écrivent de l'histoire, ce sont aussi des historiens. Donc c'est une question, je pense, de culture historique, au sens, un peu comme il existe des cultures politiques, je pense qu'il existe des cultures historiques, et qu'il y a des rapports différents à l'histoire en fonction de plein de choses, en fonction d'un certain nombre de critères, et que c'est ça qu'il faut prendre en compte avant tout, et qu'il n'y a pas de définition claire et nette des livres d'histoire, ça c'est sûr, et que c'est une définition mouvante en fonction de qui, quand tu disais ça dépend du public, tu as raison, je pense. Je rajoute une chose, parce que là, on était parti sur quelque chose d'un peu plus fun, on va dire, l'histoire comme un élément de loisir, comme un élément de patrimoine, de visite, de détente, comme on va à l'écomusée, on va écouter, comment dire, et donc est historien celui qui parle l'histoire, entre guillemets, dans cette perspective-là. Mais il y a aussi, et puisqu'on parlait de roman national, il y a aussi toute la mobilisation politique de l'histoire. Et là, on peut quand même parler d'Éric Zemmour et de sa mobilisation et de son utilisation de l'histoire. Et derrière, un public, honnête, dans son point de vue, qui considère que, il parle d'histoire et il a un point de vue et ils entendent bien qu'il a un point de vue qui est différent d'autres historiens, mais sous le mot doxa, au fond, sous le mot de club d'historiens, etc. En fait, les points de vue se valent. Les points de vue se valent et donc là, c'est vraiment quelque chose du côté de la réception, effectivement, c'est comment on entend le discours et à quoi il est utilisé.
il n'y a pas que l'utilisation de loisirs, il y a aussi l'utilisation de démonstrations politiques, qui vient conforter un discours qui est déjà chez ceux qui l'entendent. En fait, ça conforte ceux qui ont envie d'entendre ça. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment ça se construit du point de vue de la réception, effectivement. Il y a tout un... Je ne sais pas si ça reste des éléments encore à explorer beaucoup, cette question de l'histoire vue du côté de sa réception. Ah si, je pense qu'il y a un champ là à explorer, mais c'est en projet. Bien, bah écoutez, sur ce projet, donc c'était la dernière séance, et quelle séance des petits déjeuners d'Urkheim 2022, hein, puisque nous allons prendre nos quartiers d'été qui vont durer jusqu'aux vacances de Noël, et nous nous retrouverons en 2023 pour la 12e session des petits déjeuners d'Urkheim en janvier 2023, avec toute une série de livres qui sont en préparation. La programmation se travaille avec tous nos collègues de l'espace de l'université Paris-Saclay. Et j'en profite pour remercier à nouveau les collègues de la MSH Paris-Saclay, son directeur Pierre Guibantif, sa chargée de communication Florence Parisot, je ne sais plus quel est ton titre, Teddy, mais je te remercie également, Teddy Théodose, qui est ici présent pour la captation vidéo. Donc je remercie toute l'équipe de la MSH, c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Je remercie également l'ENS Paris-Saclay qui nous accueille dans sa très belle bibliothèque de sciences sociales. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres séminaires. Voilà, merci.